Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce 20h sur Matin Libre Télévision. Voici donc le sommaire. La Commission électorale nationale autonome Sénat a dévoilé ce 8 août 2025 le calendrier officiel pour l'élection du duo président et vice-président de la République, les grandes étapes de ce processus à suivre dans ce journal. Les cours de vacances, une solution pour mieux préparer la rentrée ou une surcharge inutile? Samiratou Kassoumou nous en dira plus dans cette édition. Et puis coup d'envoi de la phase intermédiaire de la Move League de handball, des affiches de prestige, du rythme et du spectacle chez les dames comme chez les hommes. Le public a été servi. Retour sur une première journée qui a tenu toutes les promesses. Et voilà, je l'annonçais en titre, en route vers les élections générales de 2026 au Bénin. La Commission électorale autonome Sénat a rendu public dans la note du 8 août 2025 le calendrier officiel pour l'élection du duo président et vice-président de la République. Les dates du scrutin sont fixées au 12 avril et au 10 mai 2026. Voici donc les grandes étapes du processus à suivre. Selon le calendrier publié par la Commission électorale nationale autonome, plusieurs étapes clés caractériseront le processus. Après la remise des statistiques de la liste électorale en juillet dernier, la phase de présentation et d'opérationnalisation du parrainage s'étendra jusqu'au 13 septembre. Les déclarations de candidature seront enregistrées du 10 au 14 octobre, suivies de la publication des listes provisoires et définitives des candidats avant la fin du mois. La campagne pour le premier tour se tiendra du 27 mars au 10 avril 2026. Les électeurs seront alors appelés aux urnes le 12 avril pour élire leur duo présidentiel. En cas de second tour, celui-ci se déroulera le 10 mai, précédé d'une campagne de 2 semaines. La Sénat rappelle que ces échéances sont fixées conformément aux dispositions de la Constitution et du Code électoral. Il était l'invité du week-end sur les antennes de Matin Libre Télévision, Chabi Yahi, reçu sur l'émission Matin Libre Politique à décrypter l'actualité politique nationale. Le secrétaire aux relations extérieures du parti politique Les Démocrates est revenu sur la polémique qu'ont suscité les propos de Guy Mitopé quant à la préservation de l'héritage de Patrice Talon. Suivez plutôt. Nous sommes un parti de responsabilité. Venir dire il n'a rien fait, tout est noir, ce n'est absolument pas notre point de vue. Chaque président a apporté quelque chose, que ce soit le président Soglo, le président Kérékou, le président Yahi Boni et le président Patrice Talon. Je peux même aller plus loin pour regarder les efforts qui ont été faits dans la dématérialisation et la digitalisation. Vous pensez sincèrement que si le parti, les démocrates, vient au pouvoir et dira non, on ne veut plus de la digitalisation? Absolument pas, on ira encore plus loin. Donc je pense que chacun fait ce qu'il peut. Quand on parle de l'État, c'est que le président a fait de bien, sera préservé. C'est normal, c'est un acquis, puisque ce que Yahi Boni a fait de bien, une grande partie de ce qu'il a fait de bien, la politique en termes de microfinance, la politique infrastructurelle, a été continuée. Donc pourquoi nous viendrons dire qu'on va tout arrêter? Au contraire, c'est ce régime qui n'est pas d'accord avec ce que nous sommes en train de dire. Je donne des exemples concrets, factuels. Lorsque vous regardez l'aéroport de Tourou, qui aurait pu être un hub touristique, et disons du septentrion, permettre de pouvoir connecter notre nord à toutes les autres grandes villes, disons, de la sous-région, il a été abandonné. Pourtant, c'est un investissement qui a été pensé pour pouvoir développer toute une zone de notre pays. Vous regardez les rails. Les rails étaient déjà là. On a dit non. Mais lorsque le régime actuel est venu, elle a mis tout à la poubelle en estimant que tout ce qui a été fait avant ne valait rien et qu'ils étaient animés de la science infuse et qu'il ne fallait pas s'inspirer de ce qui a été fait avant. Nous, on n'est pas dans cette logique. Ce qui a été fait et qui marche, on va parler de la digitalisation, la dématérialisation. Nous allons continuer. Au niveau des infrastructures, par exemple, il y a un travail qui a été fait au niveau de l'assainissement des grandes villes. Mais lorsque le parti Les Démocrates sera en responsabilité, ce travail continuera. Par contre, les sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, j'ai parlé de la démocratie, mais il n'y a pas que la démocratie. Nous pensons qu'il faut corriger cela. Mais il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on n'est pas d'accord.
Parlons à présent des cours de vacances. Pendant que certains profitent des vacances pour se détendre, d'autres reprennent le chemin des salles de classe. Les cours de vacances, une solution pour mieux préparer la rentrée ou une surcharge inutile. Le sujet qui nous amène donc vers le directeur d'établissement. Voici donc ce qu'il a confié au micro de Samiratou Kassoumou et Toussaint Boussa. Pendant que certains élèves profitent pleinement de la trêve scolaire pour se reposer, d'autres reprennent le chemin de la classe. Les cours de vacances, une tradition qui soulève autant d'enthousiasme que d'interrogation. La tranche de 9 ans, 10 ans, les laisser à eux-mêmes pendant toute la période des vacances, pendant 3 mois de vacances, et nous reviennent complètement vides. Et à la reprise en septembre, nous sommes obligés de reprendre tout à zéro. Donc c'est ça qui nous a amené à organiser pendant la période des vacances les cours de vacances pour pouvoir maintenir leur niveau. Pour beaucoup, ces séances permettent de combler des lacunes, renforcer les acquis ou prendre de l'avance sur le programme. Une façon de préparer l'année scolaire dans un cadre plus souple et moins stressant. À la reprise, la différence est nette par rapport à ceux qui ont suivi les cours de vacances. Ceux-là réagissent vivement. Et les premières notions enseignées en début d'année leur sont faciles à assimiler. La différence est nette. Surtout en début d'année, vous avez estimé que les enfants ont tout oublié et vous les voyez réagir, tout au moins la moitié de la classe réagir vivement. Vous êtes comblé, vous êtes satisfait. Peut-être une notion qui devait être enseignée en 45 minutes ou en 30 minutes, ça peut être enseigné en un temps record. Le reste du temps va vous permettre de multiplier les exercices. Donc c'est à l'avantage de l'apprenant et également à l'avantage de l'enseignant. Au final, les cours de vacances peuvent être une véritable opportunité à condition de trouver le juste équilibre entre études et détente. Célébrée chaque 15 août sur le territoire national et particulièrement dans le département des Collines, la fête de l'IAM se tiendra bel et bien cette année à Cotonou à travers l'initiative dénommée Teviroué. Les organisateurs l'ont annoncé lors d'une conférence de presse tenue ce samedi. Suivons donc le reportage avec Sabine Kikpadé et Toussaint Boussa. Valoriser la culture et les traditions des collines et du Nord Bénin à travers l'INIAM et offrir une alternative urbaine à ceux qui ne peuvent se rendre dans les régions d'origine. Tels sont entre autres les objectifs de la 3e édition du Teviroué prévue pour le 15 août prochain à Obama Beach à Cotonou. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire le déplacement pour se rendre à Dassa, à Savalou ou dans le Nord pour profiter justement de toutes ces activités-là culturelles, ces cérémonies. Et donc nous avons décidé de mettre en place justement ce concept-là à Cotonou pour permettre à tout le monde, toutes les communautés justement, de pouvoir profiter, toutes les communautés qui vivent à Cotonou et même qui sont ailleurs dans les environs, de profiter justement donc de cette fête-là. Et donc c'est un élément qui va donc créer la synergie entre les différentes communautés, qui va révéler un peu plus donc, dans la sous-région et au niveau international le concept même de notre fête identitaire qui est donc le Teviroué. Au dire des organisateurs, tous ceux qui feront le déplacement auront droit à une fête à la hauteur des attentes avec une ambiance exceptionnelle et une gastronomie variée. Nous avons des prestations d'artistes, nous avons donc des ballets, donc des danses traditionnelles. Nous avons des jeux qui seront déployés dans l'espace. Nous avons un défilé de mode. Et à côté, nous avons voulu associer justement à tout ça un côté souvenir de la chose. Donc nous avons fait un partenariat avec des membres du marché des arts qui seront présents, qui auront donc des stands qui pourront permettre justement que chacun puisse repartir chez lui avec un souvenir et une identité béninoise de cette fête. Il y aura de l'igname bouilli, de l'igname frit et de l'igname pilé. Et plusieurs sauces accompagnent cela. Il y a la sauce arachide au mouton et fromage bien sûr. Il y a la sauce graine au mouton ou à la viande de brousse. Il y aura aussi de la sauce chayo à la viande de brousse aussi.
Maintenant, à côté, avec le liam bouilli, il y aura du dja. Et le soir, il y aura de liam frit accompagné des grillades. Le tout sera accompagné de boissons locales et bien d'autres. Pour y participer, il suffira de se procurer un ticket d'entrée. Le pass solo qui est à 10 000, le pass couple qui est à 25 000, il y a un autre pass qui est à 50 000 qui prend 4 personnes et il y a un quatrième pass qui prend 8 personnes qui est à 150 000. Et nous avons pris le soin, toujours pour donner l'originalité à la chose, de nommer chaque pass. Donc on a le pass Kwanwian, qui est le pass solo, le pass Dassa, qui est le pass couple, le pass Glazoué, qui est le pass de 4 personnes, et le pass Savalou, qui est le pass de 8 personnes. Placé sous le thème « Célébrons l'Igname, célébrons le Bénin », Tevikwe se veut être un rendez-vous de retrouvailles, de mémoire au-delà d'une célébration. Un moment pour vibrer au rythme des tambours, savourer les richesses culinaires locales, admirer le talent des artisans et surtout célébrer ensemble le Bénin dans toute sa diversité. Au Hall des Arts de Cotonou, le handball a repris ses droits ce week-end avec le coup d'envoi de la phase intermédiaire de la Move League Pro de handball. Des affiches du prestige, du rythme, également du spectacle chez les dames que chez les hommes. Le public a été servi. Retour donc sur une première journée qui a tenu donc toutes ses promesses. La phase intermédiaire de la Move League de handball a donné son coup d'envoi samedi dernier dans l'enceinte surchauffée du Hall des Arts de Cotonou. D'entrée, le public a eu droit à des affiches alléchantes, à l'image du choc très attendu chez les dames entre Flowers et Flambeau. Un duel qui a tenu toutes ses promesses, alliant intensité, technicité et suspense. Ce n'est pas anodin pour nous parce que pour nous, on devait gagner, on a gagné. Nous respectons beaucoup l'adversaire, mais c'était quand même à notre portée. Flambeau est en reconstitution, d'ailleurs c'est mon club formateur. Flambeau, c'est une très belle équipe, donc les filles sont en train de grandir et je pense que le niveau d'ici les playoffs, elles feront de très belles choses. Nous sommes championnes en titre, donc c'est toujours maintenir notre titre et pour pouvoir aller défendre ce titre à la Coupe d'Afrique. Je ne suis pas déçue, seulement que je n'ai pas d'effectif. Donc mes enfants sont un peu fatigués, je n'ai pas le choix, je n'ai pas la manipulation qu'il faut. On va se reprendre pour revenir après. C'est un adversaire de taille, tout le monde le sait, tout le monde connaît Flowers. Donc bon, on s'est donné, mais ça n'a pas donné. Le résultat escompté n'a pas été ce qu'on voulait. Il y a aussi les joueuses, sincèrement, elles ne se sont pas données comme il faut. Ça, il faut l'avouer. Je n'ai pas les ailes. Les ailes m'ont vraiment trahi. Mais ça peut aller. Non, cette phase intermédiaire, normalement, il y a une équipe qui devait descendre normalement chez les dames. Mais on ne pense pas descendre. On ira jusqu'au bout. Chez les hommes, l'un des temps forts de cette première journée fut le flamboyant affrontement entre Aspac et les académiciens. Un match rythmé, marqué par de belles séquences, où chaque équipe a tenté d'imposer son style, offrant au public une opposition à la fois tactique et spectaculaire. Avec cette entame riche en émotions, la Move League de handball confirme qu'elle sera encore, cette saison, un véritable régal pour les amateurs de la petite balle dure. Cap à présent sur la Ligue africaine des champions. Le représentant du Bénin, d'Alger FC, sait désormais à qui il aura affaire un adversaire libyen. Joint au téléphone, le coach Yaya Kone n'a pas caché ses premières impressions. Des confidences donc recueillies par Géraud Langenfin. Oui, bonjour Gérard. Bon, je dirais que mes impressions sont bonnes dans la mesure où nous savons déjà que nous aurons affaire à un club libyen. C'est vrai que il reste encore de savoir lequel des clubs
de Al-Ali de Tripoli ou de Al-Hilal de Benghazi, nous allons rencontrer. Mais toujours est-il que déjà de savoir voilà, que notre adversaire sera un club libyen. Et cela nous permet déjà d'appréhender tout le travail à faire en amont. Et parce que pour nous, il s'agit de vraiment porter haut et fier le drapeau béninois. Parce qu'aujourd'hui, Soneb Dadje est l'un des représentants du football béninois, un des porte-flambeaux du football béninois. Nous représentons tout le club de football du Bénin aujourd'hui sur le continent, dans cette compétition continentale. Donc pour nous, il s'agit donc d'aller à cette compétition avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'envie. Mais tout qu'on fait, c'est deux grosses équipes libyennes. C'est des équipes qui, pour la plupart, constituent le statut, dont les joueurs constituent le statut de l'équipe nationale, de la sélection nationale du Bénin. Donc, c'est dit que ce soit l'une ou l'autre équipe, il va falloir pour nous d'être sérieux, d'être vraiment professionnel. Et cela déjà passe par une bonne gestion du club. Je veux dire par là qu'il va falloir que tout le monde, toutes les composantes ou tous les compartiments du club doivent vraiment jouer à fond leur rôle, à commencer par la SONEB et en passant par la SONEB Sport, bien sûr en parlant du staff technique et des joueurs et des supporters. Voilà, je pense que c'est tous ensemble que nous devons pouvoir porter ce projet plein d'espoir pour tout le football béninois, parce que je pense qu'il est temps que le football béninois puisse franchir un cap, puisse franchir une étape dans son organisation, dans sa structuration, dans aussi son développement sportif, parce que aujourd'hui pour nous, nous devons avoir nous devons faire une très bonne représentation de ce football-là en passant déjà le premier tour et pourquoi pas en voyant grand pour la suite de la compétition. Voilà, je pense que voilà, avec tous les efforts consentis de l'État dans ce sport roi qui est le football, je pense que aujourd'hui le football béninois ou le club béninois doivent pouvoir suivre, je veux dire, ces grands clubs africains, essayer de franchir un cap, parce que, comme j'aime à le dire, la santé du football d'une nation ne se juge pas qu'à travers les sélections nationales, mais c'est aussi à travers la performance, à travers la productivité des clubs qu'on ressent le plus la santé du football d'un État. C'est ici que prend fin cette session d'information sur Matin Libre Télévision, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation. Et merci également à vous qui l'avez suivi. Portez-vous bien et à très vite.